présentation des personnes qui vont intervenir. Donc, je suis avec le docteur Camille Rousseau. Camille Rousseau, qui a été étudiante diplômée de l'école vétérinaire d'Alfort l'année dernière, qui était en 5e année canine, on vous expliquera un petit peu plus loin ce que c'est, et puis qui est actuellement interne au sein de l'hôpital des animaux de compagnie de l'école vétérinaire d'Alfort. On a également Aaron, qui est le modérateur de cette conférence et qui est étudiant en 2e année. Donc, il pourra aussi vous donner son point de vue sur certaines questions, si vous en avez. Et puis, moi-même, je suis Jaren Mazo, je suis sortie de l'école vétérinaire d'Alfort il y a 5 ans maintenant, et je suis inspecteur de santé publique vétérinaire, donc je ne suis pas vétérinaire praticien, et j'interviens ici au titre du fait que je suis directrice de l'hôpital des animaux de l'école. Voilà un petit peu la présentation des 3 personnes qui vont intervenir à cette conférence sur la médecine vétérinaire en milieu urbain. Donc cette présentation va être réalisée en 3 parties. Une première partie en introduction sur quelques éléments de démographie vétérinaire pour que vous compreniez un petit peu de quoi on parle quand on parle des vétérinaires praticiens en milieu urbain. Ensuite, on approfondira cette facette du métier de vétérinaire qu'est le vétérinaire praticien en canine. Et puis ensuite, Camille nous présentera les études vétérinaires pour devenir vétérinaire praticien canin au sein de l'école vétérinaire d'Alfort. Donc en termes de démographie vétérinaire, premier chiffre, on a en France 18 874 vétérinaires qui sont inscrits à l'ordre des vétérinaires. Donc ce sont les vétérinaires qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux. Donc ce chiffre, c'est le nombre de vétérinaires praticiens de toutes espèces. Donc déjà, la première chose à noter, c'est que c'est une population qui est relativement petite. À titre de comparaison, les médecins sont plus de 200 000 à être inscrits à l'ordre des médecins. Au sein de cette population, on a aujourd'hui plus de femmes que d'hommes. Et on voit au niveau de la pyramide des âges que le phénomène de féminisation est finalement assez récent. Et aujourd'hui, on a plus de vétérinaires hommes qui partent à la retraite que de femmes. Et par contre, on a énormément de femmes qui rentrent dans la profession par rapport au nombre d'hommes. Sur la droite de la diapo, on voit une répartition de ces vétérinaires praticiens en fonction des espèces qui sont soignées. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 52,4% de vétérinaires qui exercent en canine exclusive. Donc, ce sont des vétérinaires qui vont soigner des chiens, des chats et des nouveaux animaux de compagnie exclusivement. On a 18,6% de vétérinaires qui exercent en mixte à dominante canine. Donc, ils peuvent soigner également des animaux de production ou des équidés, mais de façon minoritaire. Donc, on voit que globalement, il y a à peu près 70% de la population de vétérinaires praticiens qui exercent exclusivement ou de façon dominante en canine. Ensuite, on a 9% des vétérinaires praticiens qui exercent en rural. On a 10% qui exercent en mixte à dominante rurale. Et puis ensuite, on a une petite population de vétérinaires praticiens qui exercent en équine. Donc finalement, les vétérinaires qui exercent en milieu urbain représentent une population à peu près égale en tout cas plus de la moitié des vétérinaires praticiens. Ces vétérinaires, ils exercent dans des structures d'exercice qui peuvent être variées. Donc, j'ai cité les principales ici. On a des cabinets vétérinaires, des cliniques vétérinaires, des centres hospitaliers vétérinaires et des centres de spécialistes. La différence entre ces différentes structures d'exercice, c'est un cahier des charges en termes d'équipement matériel et de personnel. Donc, par exemple, dans les CHV, on a une continuité de soins 24 heures sur 24 avec des vétérinaires spécialistes, des ASV, etc.
alors qu'un cabinet peut être ouvert qu'une partie de la semaine, par exemple. On a plus de 99% des vétérinaires praticiens canins qui exercent dans des cabinets vétérinaires ou dans des cliniques vétérinaires. Donc on voit que c'est cette part-là qui est largement majoritaire par rapport aux centres hospitaliers vétérinaires et aux centres de spécialistes. Ensuite, sur le petit diagramme de droite, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a à peu près 36% des vétérinaires qui exercent seuls dans leur structure. On a une vingtaine de pourcents de vétérinaires qui exercent à 2 et le reste des vétérinaires qui exercent à 3 et jusqu'à 20 ou plus. Là, ce qui est intéressant sur ce diagramme, c'est de le mettre en perspective avec les évolutions actuelles de l'exercice des vétérinaires praticiens. Et si on regarde ces chiffres sur plusieurs années, ce dont on se rend compte, c'est que la part des vétérinaires qui exercent seuls se réduit au profil des structures qui regroupent un nombre de vétérinaires plus important, qui va de 3-4 à maintenant des vraiment grosses structures avec 20 vétérinaires et plus, comme par exemple dans les CHV. J'ai également indiqué sur cette diapo un petit plus avec le mot chaîne. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment très très important à l'heure actuelle dans l'exercice des vétérinaires. C'est le développement de ce que nous on appelle les chaînes et qui est en réalité le rachat de structures de soins vétérinaires, cabinets, cliniques, CHV, enfin toutes structures d'exercice confondues, par des très gros groupes d'investisseurs. Donc c'est un phénomène qui a commencé à vraiment bien s'implanter il y a 1 an et demi, 2 ans, et qui est en très très forte accélération à l'heure actuelle. Les vétérinaires peuvent donc avoir plusieurs modalités d'exercice. Ils peuvent être, les deux grandes modalités, c'est la modalité de salariat et celle d'exercice en libéral. Ce qu'on remarque aujourd'hui avec les chiffres du diagramme, c'est qu'on a plus de la moitié des vétérinaires qui exercent en secteur libéral, soit en libéral individuel, soit ils sont associés dans leur structure vétérinaire. Ensuite, on a une petite part de vétérinaires qui sont des collaborateurs libéraux, c'est-à-dire que ce sont des vétérinaires qui exercent pour leur propre compte, mais au sein d'une clinique qui appartient à un autre vétérinaire. Et puis ensuite, on a 33% de salariés des structures vétérinaires. Globalement, la tendance qui va avec ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le rachat massif de structures vétérinaires par des groupes d'investissement, c'est qu'on a une tendance à aller de plus en plus sur des modalités salariés ou collaborateurs libérales par rapport aux modalités d'association, ou en tout cas les vétérinaires qui possèdent leur propre structure de soins vétérinaires. Donc, au-delà de ces chiffres qui étaient là vraiment pour vous positionner le contexte, mais qui finalement ne doivent pas forcément vous parler beaucoup pour des personnes qui souhaitent s'engager dans les études vétérinaires, mais qui ne sont pas encore, on va maintenant voir finalement qu'est-ce que c'est qu'être vétérinaire praticien en milieu urbain en termes de cœur de métier. Et puis ensuite, Camille nous présentera la formation du vétérinaire praticien canin à l'ENVA. Donc le vétérinaire en milieu urbain, c'est ce qu'on appelle plus communément vétérinaire canin. C'est un vétérinaire qui va soigner très majoritairement des chiens et des chats. Mais il va aussi soigner, de plus en plus, ça peut représenter à peu près 10% de la clientèle dans certaines structures, ce qu'on appelle des nouveaux animaux de compagnie. Donc dans les nouveaux animaux de compagnie, on a des animaux qui sont assez communs, comme les lapins, les furets, les hamsters. On peut aussi avoir des tortues. Et on a aussi de plus en plus, par exemple, de poules, puisque des particuliers ont de plus en plus souvent ce type d'espèces dans leur jardin.
Et le vétérinaire praticien canin va aussi parfois avoir à gérer, au moins en première intention, des pigeons, des martinets, des hérissons, c'est-à-dire des animaux de la faune sauvage qui vont être ramassés par un particulier. Les particuliers sont de plus en plus sensibles à tous ces aspects biodiversité, faune sauvage, et ils vont pouvoir être amenés à ramener à la clinique de tels oiseaux ou mammifères lorsqu'ils sont blessés. L'exercice du vétérinaire canin, il peut s'effectuer en cabinet, donc ça c'est la situation la plus classique, c'est-à-dire que c'est le propriétaire qui va amener son animal de compagnie directement à la clinique. Mais il y a aussi d'autres modes d'exercice, comme les vétérinaires à domicile. C'est quelque chose qui s'est beaucoup développé ces, disons, 10 dernières années, notamment pour tout ce qui va être prise en charge des urgences vétérinaires. Il y a maintenant dans la plupart des grandes villes des structures qui proposent des soins à domicile pour la prise en charge de ces urgences. Il y a aussi un autre mode d'exercice qui est il y a moins de vétérinaires qui le pratiquent, mais il y en a quand même. C'est l'exercice en itinérance. Donc là, on est plutôt sur des vétérinaires qui sont spécialisés dans une discipline et ou spécialistes, et qui vont, par exemple, proposer des services en imagerie médicale, par exemple en échographie, ça se fait beaucoup, en cardiologie, en chirurgie aussi. Et donc, ces vétérinaires vont proposer leurs services à d'autres vétérinaires pour des actes qui relèvent pas forcément de compétences généralistes. Donc voilà, donc en Ile-de-France, il y en a beaucoup qui vont se déplacer pour réaliser de la chirurgie orthopédique, par exemple, ou des choses comme ça. Le vétérinaire canin, dans la clinique, il travaille également avec ce qu'on appelle des ASV, donc auxiliaires spécialisés vétérinaires, qui sont des personnels dans les cliniques qui sont un petit peu à cheval sur les missions des aides-soignants et des infirmières en médecine humaine. Ce sont des personnes dont le nombre a augmenté dans les cliniques ces dernières années et qui sont aujourd'hui indispensables et qui vont gérer à la fois des aspects d'accueil des propriétaires, de vente au comptoir, tous les aspects d'hygiène de la clinique et aussi tout le support technique aux vétérinaires comme la contention des animaux, l'aide aux soins, l'aide lors des chirurgies, la gestion des stocks, voilà, toutes les missions qui tournent autour de celles du vétérinaire quand il est dans sa clinique. Le cœur de métier du vétérinaire canin, évidemment, c'est la médecine et la chirurgie des animaux de compagnie. Le vétérinaire canin est très majoritairement un vétérinaire généraliste. Et le mot généraliste, quand on parle des vétérinaires, s'entend de façon bien plus large que celui du médecin généraliste. Le vétérinaire canin généraliste va pouvoir faire de la médecine, mais également de la chirurgie, en tout cas pour tous les actes de chirurgie courants, tels que les opérations de contenance et puis un certain nombre de chirurgies sur des tissus mous. Et il va également réaliser des radios, des échographies, des examens complémentaires qui vont venir l'aider dans sa démarche diagnostique. Le vétérinaire généraliste, il va pouvoir aller toucher dans des domaines de spécialité du type cardiologie, comportement, dermatologie, reproduction, ophtalmologie, etc. Et ce vétérinaire, il va gérer en première ligne, il va aller un petit peu au bout de ce qu'il pourra faire, et quand il sent que ses compétences sont dépassées, aujourd'hui, de plus en plus, il a la possibilité de référer un cas trop compliqué par rapport à ses compétences ou son niveau d'équipement à d'autres vétérinaires qui sont, eux, des vétérinaires spécialisés et ou spécialistes qui vont pouvoir proposer une prise en charge plus poussée d'un cas particulier. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc la journée du vétérinaire canin généraliste dans sa clinique, ça va être de recevoir les propriétaires avec leur animal,
de discuter beaucoup avec le propriétaire parce que parfois le problème de santé de l'animal ou les problèmes de santé de l'animal sont pas ceux qui sont perçus par le propriétaire, donc la discussion est particulièrement importante et le vétérinaire a le patient qui est l'animal et il a également le client qui est le propriétaire et ce qui est important c'est de réussir à répondre aux attentes du propriétaire et d'apporter les meilleurs soins possibles à l'animal. Donc parfois, ce sont des discussions qui ne sont pas aisées pour le vétérinaire. Il va mettre en œuvre un certain nombre d'examens complémentaires, que ce soit des examens sanguins. De plus en plus de vétérinaires ont un laboratoire intégré dans leur clinique, des examens complémentaires d'imagerie ou d'autres types d'examens complémentaires pour ensuite pouvoir discuter d'une démarche thérapeutique avec le propriétaire. Vétérinaire canin, ça recouvre également bien d'autres facettes. Donc j'ai déjà parlé de l'écoute, c'est très important. J'ai déjà parlé de l'aspect généraliste et spécialiste. Je ne vous ai pas encore parlé de la clientèle. Donc le thème de la conférence, c'est vétérinaire en milieu urbain. Il y a quelque chose qui est très net à l'heure actuelle, c'est que le niveau d'exigence de la clientèle va grandissant. Et nous, on est situé en Île-de-France et on sent très très bien ce phénomène. Donc le vétérinaire est amené aujourd'hui à gérer une clientèle qui va être très exigeante sur le niveau de soins apportés à ces animaux de compagnie. Les animaux de compagnie vont aussi prendre beaucoup plus de place dans la famille, tenir parfois très très à cœur à leurs propriétaires qui vont vouloir mettre tout en œuvre pour les mettre dans des conditions de santé les meilleures possibles. Le vétérinaire canin, il a également des missions de santé publique. Par exemple, tout ce qui va tourner autour de la vaccination, on en parle beaucoup aujourd'hui avec la crise sanitaire que nous parlons, et c'est aussi également très très important pour nos animaux de compagnie, notamment par exemple pour citer une maladie qui est une zoonose transmissible à l'homme, je peux citer la rage, et les vétérinaires, y compris canins, ont un rôle très très important dans la gestion de cette maladie. Les vétérinaires vont soigner des espèces variées et ils vont aussi prendre en charge la gestion et le management de leur structure. Et c'est aussi quelque chose à ne pas négliger, notamment pour les vétérinaires qui sont des vétérinaires libéraux qui vont être associés dans une clinique. C'est un point qui est particulièrement important, sur lequel l'école a ces dernières années beaucoup développé ses enseignements. Il est clair que le vétérinaire libéral est à la fois, entre guillemets, médecin et également chef d'entreprise. Je vais maintenant laisser la parole à Camille qui va nous parler de la formation du vétérinaire canin à l'ENVA. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Voilà, donc la formation du vétérinaire canin à l'ENVA, ce dont je vais vous parler, c'est de ce qui se passait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ce que moi j'ai connu personnellement. J'ai pas encore trop les informations avec les nouvelles modifications et les entrées en post-bac immédiat avec la A0. Bref, ça, je crois que vous avez d'autres conférences sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc principalement, la formation vétérinaire, elle se réalise en 2 temps une fois que vous avez intégré l'école. La première partie, c'est un tronc commun, il dure 4 ans, et ça, c'est commun en 4 écoles, qui va allier aussi bien de la théorie que de la pratique. Et votre 5e année sera une année d'approfondissement dans une dominante, qu'elle soit clinique ou non. C'est-à-dire qu'en dominante clinique, vous avez la canine, la bovine et la rurale, on va dire, et l'équine, avec dans certains cas des possibilités d'allier les deux. Je crois que c'est encore assez peu fait en canine parce qu'on a des emplois du temps qui sont assez permissifs pour pouvoir faire une autre dominante en parallèle. Et par la suite, on a quand même l'opportunité de continuer à se former jusqu'à, on va dire, la formation ultime qui est le diplôme de spécialisation, enfin de spécialiste. Donc en Europe, ce sera dans le cas des spécialistes européens. Donc là, on voit une jolie photo de notre très bel hôpital.
où je vais tous les jours, puisque moi, je suis interne dans cet établissement-là. Donc au niveau de l'enseignement, on a un enseignement théorique qui est qui prend une part fondamentale dans notre enseignement. Il faut bien comprendre que pour pouvoir exercer son métier, enfin ce métier en tout cas, il faut avoir des connaissances très solides de base en fait pour pouvoir après les mobiliser et pouvoir établir vos diagnostics ou des choses comme ça. Donc au niveau des premières années, c'est vrai que ça demande un apprentissage très divers, à la fois en biologie, en anatomie, en pharmacie et des connaissances plus cliniques très poussées pour pouvoir ensuite les mettre à profit dans les situations plus pratiques. Donc en parallèle des cours magistraux qui sont dispensés à l'école, vous aurez dès la première année à la fois des TD et des TP pour essayer d'avoir une vision un petit peu plus pratique de ce que vous voyez en théorie. Et nous avons la chance d'avoir une plateforme d'e-learning assez développée et qui se développe d'autant plus vu la situation actuelle. Donc, par rapport aux enseignements pratiques qui sont dispensés dès la première année, nous avons également la chance d'avoir des associations qui permettent d'augmenter un petit peu vos sessions de travaux pratiques en vous permettant de réaliser des TP sous leur supervision avec des docteurs de l'école, donc à partir de l'internat jusqu'aux spécialistes en fonction des différents TP proposés. Donc, dès la première année, effectivement, vous allez pouvoir apprendre à manipuler les animaux en toute sécurité parce qu'il faut pas. Il faut avoir conscience quand même du fait que le métier de vétérinaire présente des dangers. Vous pouvez être amené à devoir manipuler des animaux agressifs, donc c'est bien de savoir le faire en sécurité pour vous et pour eux. Il y a également des sessions de découverte de notre hôpital pour vous permettre d'être plus à l'aise lors de vos premières rotations dans les années suivantes là-bas. Et il y a également des TP d'apprentissage des gestes de secourisme à la fois canin et félin, donc qui vous permettent également d'avoir un petit peu plus de pratique. Cette pratique, elle passe aussi par une salle de simulation qui est très appréciée dans l'école, qui s'appelle VetSims. Elle vous permet de réaliser la majorité des gestes techniques sur des modèles inertes dès votre première année. Donc ça va passer par la réalisation de prises de sang, des poses de cathéter, vous entraîner à faire des sutures, à poser des chants quand on prépare une opération par exemple, à s'habiller correctement de manière stérile et en évitant les fautes d'asepsie quand vous vous préparez pour des chirurgies. Tout ça, c'est des choses qui s'apprennent et qui doivent être répétées avant d'être réalisées sur des animaux. Donc nous, un petit peu le mot d'ordre pour cette salle, c'est jamais la première fois sur un animal vivant. Et effectivement, au niveau des étudiants qui ont beaucoup pratiqué dans cette salle de simulation, nous, en clinique, on voit vraiment la différence parce qu'ils sont quand même beaucoup plus à l'aise. Donc c'est vraiment quelque chose dont on est très fiers, nous, à l'école. Donc au niveau de votre troisième année, c'est là où vous aurez un petit peu plus où vous commencerez un petit peu à vous intégrer dans les rotations cliniques. En effet, vous aurez à peu près 2 demi-journées toutes les 2 semaines en immersion dans notre hôpital. Dans les hôpitaux, vous passez aussi à l'étable en bovine. Et donc nous, en clinique canine, vous pourrez passer dans les rotations notamment de médecine préventive, où c'est vous qui réaliserez les examens cliniques des animaux, qui réaliserez les vaccinations par exemple. Lorsque c'est en imagerie, c'est vous qui positionnerez les animaux pour prendre les radiographies, etc., etc. Donc vous êtes vraiment intégré dans le fonctionnement de notre hôpital, mais toujours sous la supervision des cliniciens, qu'ils soient juniors ou seniors, des étudiants, 4e, 5e année, des internes et de nos ASV, de nos infirmières. D'accord? Tout ce monde-là supervise en fait les 3e années quand ils arrivent. Et ça vous permet également de mettre en pratique ou de poursuivre un petit peu l'apprentissage pour ceux qui auraient eu moins de pratique que les autres, notamment de la contention et des premiers gestes techniques sur des animaux vivants. Donc souvent, c'est des journées qui sont très appréciées par les 3e années, puisque ça vous permet d'avoir un petit peu plus
petit peu plus les pieds dans la profession que vous souhaitez réaliser par la suite. Alors la 4e année est une année beaucoup plus clinique puisque vous avez acquis en théorie une grande partie en tout cas de la théorie jusqu'à présent au cours des 3 premières années. Donc sur cette 4e année qui est dite clinique, elle va être découpée en 2 temps. Un semestre qui sera plutôt à dominante rurale, vétérinaire sanitaire. Vous aurez un stage de 4 semaines aussi dedans à réaliser dans une structure rurale. Et vous avez le second semestre qui est lui vraiment dédié à la médecine des carnivores domestiques, enfin des animaux de compagnie au sens large, mais également 4 semaines qui sont dédiées à la clinique équine. Au cours de ces 4 semaines, vous aurez des rotations à peu près d'1 semaine à 2 semaines dans chaque service, histoire de bien s'immerger dans le métier. C'est vous qui allez prendre en charge les consultations, le suivi des animaux hospitalisés, qui allez réaliser en concertation avec votre clinicien qui allait proposer les pistes, on va dire, pour les examens complémentaires, les traitements que vous aimeriez mettre en place. Pourquoi l'abord de la médecine et de la chirurgie de convenance. Donc, vous allez commencer à réaliser aussi les premières chirurgies. Et à chaque fois, dans la mesure du possible, on va essayer de réaliser des binômes de 4e et de 5e année, histoire qu'en 4e année, vous soyez déjà encadré par les étudiants de l'année au-dessus. On aime beaucoup cette forme de tutorat, nous, à l'école, où l'année supérieure va toujours encadrer l'année inférieure. Donc, les 5e années vont encadrer les 4e années, qui peuvent encadrer les 3e années, et tout ça sur la supervision, bien sûr, de nos ASV et de nos cliniciens, ou des internes, hein, bien sûr. Donc tout ça, c'est pour vous apprendre aussi à être autonome, à vous responsabiliser et bien sûr à accroître votre quantité de pratique qui va être vraiment importante. Donc là, on a une jolie photo de notre salle de préparation d'anesthésie, donc avec effectivement des étudiants qui gèrent là les inductions et les maintiens des anesthésies volatiles pour nos animaux. Enfin, la 5e année, c'est une année d'approfondissement dans une des dominantes. Donc ça, c'est ce que je vous ai un petit peu expliqué au début. Donc elle se découpe a priori en 27 semaines de rotation clinique qui vont être découpées en fonction des différentes spécialités, on va dire. Donc les urgences et soins intensifs, la médecine, donc qui va regrouper les consultations, les hospitalisations, la neurologie aussi en fait partie. La reproduction, la chirurgie, l'imagerie, l'anesthésie et les médecines spécialisées, donc avec l'ophtalmologie par exemple, la dermatologie, la cardiologie, etc., etc. Entre toutes ces rotations, on va dire, sont découpées avec des semaines de thèse qui sont libres. Bien sûr, vous pouvez mettre des stages sur ces périodes-là. Par contre, il ne faut pas oublier que la thèse du doctorat vétérinaire, c'est quand même un gros travail. Et il vous faut du temps pour pouvoir la rédiger, faire les travaux de recherche nécessaires ou des choses comme ça. Mais l'ensemble de ces semaines vous permet d'avoir quand même un bon tour sur l'année de l'ensemble de la médecine canine, on va dire, et vous permet d'avoir les clés pour pouvoir pratiquer dès la fin de cette année-là. Bien sûr, la formation vétérinaire qui vous est dispensée à l'école est, on va dire, un petit peu généraliste et vous permet d'avoir les bases pour bien débuter dans votre profession. Par contre, il est très intéressant de pouvoir personnaliser son parcours tout au long du cursus. Donc ça va passer par intégrer des associations étudiantes au sein de l'école, participer à des congrès vétérinaires, participer à des unités d'enseignement libre qui vont vous être proposées, comme par exemple l'éducation du chien, la formation des chiens guides. Tout ça, ça vous donne des clés supplémentaires pour pouvoir dialoguer avec vos propriétaires, réaliser le plus de stages possible afin d'accroître votre expérience. Nous avons la chance d'avoir un centre d'accueil de la faune sauvage dans notre école où il est possible dès la première année de faire des gardes et pour ceux qui le souhaitent de poursuivre après au cours des années d'école
pour pouvoir acquérir de l'expérience et finir par devenir moniteur, donc à son tour pouvoir encadrer les promotions plus jeunes sur cette prise en charge. Au cours de vos rotations de 5e année, vous avez, comme je vous l'ai dit juste avant, des périodes de thèse et il est possible de pouvoir rajouter des rotations additionnelles sur ces périodes-là. Si par exemple vous voulez passer plus de temps en médecine ou en ophtalmologie ou en chirurgie par exemple. Et vous aurez également le choix du sujet de votre thèse qui peut être intéressant. Alors sur ce choix de sujet de thèse, c'est pas lui qui va conditionner, on va dire, la dominante dans laquelle vous allez exercer plus tard. C'est pas parce que vous réalisez une thèse, par exemple, en bovine, que vous ne pourrez pas pratiquer en chirurgie canine ou en équine. Cette thèse est nécessaire pour l'obtention de votre diplôme, mais c'est pas elle qui va conditionner sensu stricto votre parcours par la suite. Enfin, après les 5 années d'études, vous avez la possibilité de vous spécialiser ou en tout cas d'approfondir ce qu'on vous a présenté, enfin, ce que vous avez réalisé jusqu'à présent. Donc, vous pouvez faire, comme moi, ce que je fais cette année, une année d'approfondissement généraliste. Donc, c'est-à-dire qu'on va de nouveau tourner dans chacun des services pour pouvoir aller plus loin. Et cette fois-ci, en tant qu'interne, on encadre, on va dire, les étudiants, donc les 5e années, les 4e années, plus ou moins les 3e années lorsqu'ils sont présents. Ça permet également effectivement, comme je vous l'ai dit, d'aller plus loin et d'avoir une compétence généraliste beaucoup plus sûre, on va dire, que juste en 5e année. Et nous sommes également le lien entre les cliniciens juniors, seniors et les étudiants. On a vraiment ce rôle de pont, on va dire. Pour ceux qui sont vraiment très motivés par un domaine en particulier, il est possible d'intégrer et de réaliser une résidence, donc qui nous permet, par exemple, en ophtalmologie, en reproduction, en chirurgie, en médecine. Ça vous permet pendant 3 ans de travailler exclusivement dans ce domaine-là pour ensuite pouvoir présenter un examen européen qui vous donnera ou non le diplôme et la certification de spécialiste. Donc c'est quelque chose de très lourd, il faut en avoir conscience, hein, parce que c'est quand même 3 ans où vous travaillez un petit peu d'arrache-pied pour obtenir cet examen. Et il y a également à la clé des obligations de publication dans des revues internationales. Donc c'est vraiment quelque chose de lourd, mais ça vous donne le statut de spécialiste. Dans l'école, nous avons la chance d'avoir un encadrement par 23 spécialistes qui sont à la fois qui sont du collège européen et ou de collège américain. Nous en avons certains qui sont doublement bordés. Donc c'est vrai que ça nous confère cet enseignement un petit peu d'excellence puisque ces personnes sont vraiment à la pointe dans leur discipline. Ce qu'il faut savoir en médecine vétérinaire, c'est que il y a continuellement des changements, des nouveautés. C'est lié aussi aux nouvelles technologies. On arrive à plus approfondir, aller plus loin dans les cas, mieux comprendre les pathologies, les raisonnements physiopathologiques qu'il y a derrière tout ça. Donc la médecine est en continuel changement. Ça veut dire qu'il faut aussi vous maintenir à jour au niveau des dernières recherches, des dernières publications et des dernières avancées technologiques par rapport à ça, histoire de pouvoir toujours proposer à vos clients et à vos patients les meilleurs traitements, on va dire, pour être le plus à jour possible. Cela va passer par de la lecture de revues scientifiques, mais aussi par des formations, des participations à des congrès, des choses comme ça. Donc il faut bien avoir conscience que quand vous êtes sorti de l'école, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas continuer en plus à vous former continuellement. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, vu qu'il y a constamment des nouvelles découvertes dans notre métier. Donc, je vais reprendre la main pour la conclusion. Donc finalement, si on devait résumer le métier de vétérinaire en milieu urbain ou vétérinaire canin, on se rend compte qu'il y a en fait plusieurs métiers.
entre le vétérinaire généraliste et le vétérinaire spécialiste. Il y a également plusieurs facettes, vétérinaire praticien, mais également chef d'entreprise, par exemple. C'est également un métier valorisant, mais avec des contraintes. On peut parler du rôle social, du rôle de santé publique ou encore de la continuité de soins qu'on n'a pas abordé en détail, qui bien qu'elle pèse moins en termes de contraintes sur les vétérinaires canins, notamment ceux qui exercent en milieu urbain, parce qu'il y a généralement une organisation dans les villes qui permet d'organiser à une échelle collective la continuité de soins. Donc, ça va être tout ce qui va être du secteur de l'urgence pour les animaux de compagnie. Les vétérinaires canins ont quand même régulièrement des gardes à faire, que ce soit en soirée, en nuit ou encore le week-end, ne serait-ce que pour s'occuper d'animaux qui seraient hospitalisés dans la clinique, par exemple. C'est également un métier qui évolue, avec des propriétaires qui sont de plus en plus exigeants, un travail au sein d'équipes soignantes de taille grandissante. Et puis Camille vous a également parlé des connaissances scientifiques qui évoluent continuellement et qui imposent aux vétérinaires de se mettre à jour. Donc voilà un petit peu pour la conclusion, et je vous propose maintenant qu'on réponde à des questions si vous en avez, que vous pouvez écrire dans la conversation de la réunion. Alors, première série de questions. Concernant VetSims, est-ce qu'on a accès à une salle de simulation similaire en étant dans les autres écoles vétérinaires de France? Alors, la réponse est oui. Je pense que les 4 écoles maintenant ont une salle de simulation. Après, je dirais que Alfort a été pionnier, notamment avec l'école de Nantes, à l'initiation de ces salles de simulation, et la nôtre à Alfort est particulièrement développée et vivante, je pense, par rapport à celle des autres écoles. Et notamment, elle comprend une partie simulation en termes de communication avec les propriétaires, avec une salle de consultation dans laquelle on peut jouer des scénarios avec des acteurs, se filmer pour voir un petit peu et puis débriefer en équipe les consultations qui sont simulées. Et ça, je ne pense pas que ça existe dans les 4 écoles aujourd'hui. Ensuite, est-ce que faire un internat sans faire de résidanat a quand même un intérêt? Camille, je te laisse répondre. Alors oui, bien sûr, ça a un intérêt. Ça vous permet d'être plus compétent qu'en sortant de 5e année. Vous approfondissez plus les connaissances. Donc dans tous les cas, même sans chercher à vouloir se spécialiser par la suite, c'est vraiment très très intéressant, hein. Oui, effectivement. En fait, le niveau de fin d'internat, l'internat vise à atteindre un niveau de bon, on va dire, très bon vétérinaire généraliste. Donc on n'est pas, on n'est pas. Il peut y avoir un objectif de poursuite en spécialisation, mais pas que. L'objectif peut être aussi de bien asseoir ses connaissances et compétences avant de partir sur une orientation de vétérinaire généraliste. Au niveau des spécialisations, j'avais vu qu'il faut repasser un examen tous les 5 ans pour revalider et mettre à jour leurs connaissances. Est-ce que cet examen est exigeant? Ok, alors j'ai pas connaissance de cet examen. Je ne pense pas qu'il y ait d'examen tous les 5 ans pour revalider et mettre à jour les connaissances pour les spécialistes. Par contre, il est vrai qu'au niveau des collèges européens, il y a une nécessité pour les vétérinaires spécialistes de publier et d'encadrer des résidents. Et s'ils ne le font pas, effectivement, je pense qu'à terme, ils peuvent risquer de perdre leur qualification qu'ils avaient obtenue par le résultat à leur examen du board. Quelle différence entre clinique et cabinet vétérinaire? Alors, bonne question.
plus le cahier des charges exactement en tête. Il y a des différences d'heures d'ouverture. Donc une clinique doit être ouverte sur des plages horaires qui sont supérieures à celles des cabinets, avec une permanence vétérinaire plus large que celle des cabinets vétérinaires. Et il y a aussi des exigences en termes de niveau d'équipement. Donc de mémoire, je pense que les cliniques doivent avoir des équipements, par exemple d'anesthésie gazeuse, ce qui n'est pas forcément une obligation pour un cabinet vétérinaire. Alors, ensuite, à quoi sert exactement la chaîne rachat de structures par de gros investisseurs? Quels sont les avantages? Alors, bonne question. Aujourd'hui, il y a, je dirais, il y a peut-être deux effets. Il y a un premier effet qui est que il semblerait, alors je prends des pincettes en disant ça parce que je ne pense pas que ce soit un fait particulièrement démontré, mais il semblerait que les jeunes vétérinaires soient de moins en moins enclins à acheter des parts dans des cliniques et à racheter en fait les parts dans les cliniques des vétérinaires qui partent à la retraite. Donc il y a un premier effet qui est que de plus en plus les vétérinaires, je dirais en dernière partie de carrière, peuvent avoir des craintes par rapport à leur capacité de revendre les parts qu'ils ont acquis dans leur structure. Donc forcément, cette crainte-là, elle peut pousser certains vétérinaires à accepter une proposition de la part d'une chaîne vétérinaire de racheter les parts de manière anticipée. Ensuite, il y a un autre effet qui est que il faut savoir que les aspects de gestion de la structure peuvent peser beaucoup pour les vétérinaires libéraux. Donc ça peut être la gestion en termes de gestion d'équipe, de management d'équipe. On a vu que les cliniques vétérinaires augmentent de taille. Et donc, plus on augmente en taille et plus on comprend bien que c'est difficile à gérer une équipe qui grossit. Il y a aussi des questions de gestion financière et de capacité à intégrer le risque financier. Il y a un certain nombre de vétérinaires qui peuvent être très stressés par rapport à cet aspect-là. Et puis, dans le domaine de la gestion de la clinique, il y a plein d'aspects qui peuvent finalement, au bout d'un moment, peser sur les vétérinaires. Il y a le droit du travail, il y a la gestion des commandes, ce genre de choses. Et les chaînes proposent des services d'appui centralisé sur un certain nombre de ces aspects-là et qui peuvent aussi être attractifs pour les vétérinaires. Voilà. Est-ce que Camille, tu veux rajouter quelque chose? Non, globalement, je trouve que c'était assez. Enfin, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Donc, alors, je vais te laisser répondre à la question suivante. Est-ce qu'il y a des examens à la fin de chaque année? Camille, alors, par quelle voie êtes-vous passée pour arriver en première année de veto? Donc oui, effectivement, vous êtes dans une école, mais il faut quand même évaluer votre niveau. Donc il y a bien entendu des examens à la fois cliniques, enfin à la fois théoriques et pratiques sur certaines choses. Donc vous serez évalué sur chaque enseignement, on va dire, que vous avez eu sous la forme de cas cliniques, de QCM. On peut vous demander, alors il y a des rotations obligatoires en VetSims par exemple, donc vous allez tirer un sujet au sort et on va vous demander, par exemple, avec un fil, de réaliser un certain type de surjet ou des choses comme ça. Donc il y a bien des examens au cours de l'année et à la fin de chaque année pour valider votre passage dans l'année supérieure. Pour moi, ma voie d'entrée, j'ai fait un concours C. Donc en fait, moi j'ai fait un IUT pendant 2 ans et j'ai fait une classe préparatoire ATS. Après, j'ai pas eu mon concours la première année sur ma première présentation, donc j'ai redoublé ma prépa ATS et j'ai réussi à rentrer la deuxième année. Voilà. Et on a aussi Harold qui est étudiant en deuxième année et qui est passé par le concours A et la voie BCPST si vous avez des questions. Question suivante, est-il possible de travailler en même temps en tant que vétérinaire clinique et de continuer à étudier en internat par exemple après la 5e année? Alors,
L'internat, c'est vraiment une formation à temps plein et c'est une formation qui est relativement intense. Donc, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir quelques internes qui vont effectuer de temps en temps des gardes à l'extérieur, mais je pense que ce n'est pas généralisé et que ça ne représente pas une part de temps de travail très importante. Voilà. Non, effectivement, si je peux me permettre, voilà, sur ma promotion, il y en a un qui est contraint de faire ça, il n'a pas le choix. Mais sinon, l'internat, c'est quelque chose qui est quand même, comme Jérém l'a dit, c'est quelque chose qui est très lourd, à la fois par les horaires, par la quantité de travail et par... il y a quand même du stress parce que vous devenez clinicien, vous devez encadrer des gens, donc vous n'aurez pas forcément le temps ni l'énergie pour pouvoir travailler à côté. Alors ensuite, peut-on faire un résidenat sans faire d'internat? Alors non, le prérequis pour rentrer dans un programme de résidence pour la totalité des boards, il y a clairement l'internat qui est demandé. Alors après, en termes d'internat, on entend soit un internat au sens propre réalisé dans les écoles nationales vétérinaires, mais il y a également des systèmes d'années rotatoires appelés internships qui sont proposés dans les centres hospitaliers privés ou dans des grosses cliniques privées. Et ces années-là peuvent être reconnues comme équivalentes à des années d'internat, à une année d'internat par les boards européens. Donc, mais l'année d'approfondissement rotatoire est un prérequis, même si un certain nombre de boards acceptent de reconnaître comme équivalent à ça un exercice généralisé en médecine généraliste pendant 2 ans. Mais c'est dérogatoire. Alors, a-t-on le droit de redoubler la première année d'études ou faut-il repasser le concours d'entrée? Alors, la première année d'études, qu'elle soit la première année actuelle ou la future première année, peut être redoublée. Elle peut être redoublée comme toutes les autres années d'études une seule fois. Et si jamais, à l'issue de la de l'année de redoublement, la personne ne passe pas dans l'année supérieure, par contre, on se positionne sur une exclusion de l'école. Par contre, en aucun cas, il y a besoin de repasser le concours d'entrée. Et je ne suis même pas sûre que cette possibilité soit vraiment offerte à quelqu'un qui aurait été exclu suite à 2 échecs la même année. Enfin, 2 échecs, 2 années l'une après l'autre. Camille, dans quel ATS as-tu été? J'ai fait ma première année au RU, donc en Bretagne, à côté de Rennes, et la deuxième année, j'étais à côté de Bordeaux. J'ai un trou sur ça. Voilà. Mais il n'y en a qu'une là-bas. Blanquefort, c'est ça, j'étais à Blanquefort la deuxième année. Ok, merci beaucoup. Alors, autre question. Pour les stages, est-il possible de choisir les structures que l'on veut et où l'on veut, ou est-on restreint à des cliniques données ou à l'hôpital vétérinaire de l'école? Alors là, les rotations cliniques au sein de l'hôpital de l'école, elles font partie intégrante du cursus et elles sont en quelque sorte imposées, même s'il y a toujours possibilité d'en faire plus pour ceux qui souhaiteraient en faire plus. Mais en tout cas, les années qui font partie du cursus, elles sont obligatoires et elles sont à faire dans l'hôpital de l'école. Par contre, pour ce qui va être des stages, il y a évidemment une complète liberté de choisir les structures et les lieux où on souhaite les faire. Après, il y a juste, dans certains cas, des stages imposés, où ceux-là, on les appelle les FMP, les formations en milieu professionnel. Et là, il y a un cahier des charges à remplir. C'est-à-dire que, par exemple, en première année, il y a un stage à faire dans une exploitation laitière et il faut une certaine taille de cheptel minimum. Il y a besoin dans certains cas, il y a besoin d'avoir des conditions
à remplir pour pouvoir valider votre lieu de stage. Mais ça, c'est plutôt géré par la direction des études et pas forcément par le CHUV. Harold, il y a une question pour toi. Est-ce que la prépa t'a servi par la suite ou est-ce que les connaissances acquises en prépa n'ont pas été utiles? La prépa, ça sert forcément par la suite parce que c'est très formateur dans le travail, etc. Après, pour les études veto en elles-mêmes, il n'y a pas de différence de notre concours d'origine. Au final, on suit tous la même formation et à part potentiellement une rigueur de travail acquise en prépa parce qu'on nous l'a forcé et qu'on n'a pas forcément à la fac, il n'y a aucune différence pour la suite du cursus. Est-ce que tu veux compléter, Camille, sur cette question? En complétant, je peux juste te dire que les différences qu'il peut y avoir en première année, effectivement, sur par exemple ceux qui viennent de la prépa, qui ont une rigueur dans le travail qui est certaine, ceux qui viennent de la fac ou de l'IUT qui ont peut-être plus d'autonomie, tout ça, ça se lisse au cours des années suivantes. Donc dès la deuxième ou la troisième année, on voit plus la différence, hein. Tout le monde a le même enseignement et puis après, ça, c'est vraiment personne dépendante, mais pas forcément du cursus qu'il a réalisé pour en être là. Ok, alors il y a encore quelques questions qui arrivent. Est-ce que le travail personnel est plus compliqué ou chargé en école qu'en prépa? Harold, est-ce que tu veux répondre? Oui, pardon. C'est différent parce que on nous tient moins par la main, si je puis dire, parce qu'en prépa, on a un rythme avec des cols, des devoirs surveillés, etc. Où en arrivant en école, c'est vraiment le même principe que la fac, où on a des partiels à préparer, et après chacun gère son temps. Donc ça peut être plus compliqué d'apprendre à être beaucoup plus indépendant dans son travail, parce qu'on nous tient moins la main. Après, comparé à la prépa, c'est moins chargé dans le sens où on peut avoir des activités extrascolaires, pardon, des à côté, qu'en général, en prépa, on a beaucoup de mal à avoir. Ok. Et quelles sont les matières enseignées en première année? Donc, Harold va répondre, mais il va répondre pour la première année actuelle, qui sera donc la deuxième année dans le futur cursus intégrant la voie post-bac, hein. Alors, en première année, on a donc 2 semestres, où au premier semestre, du coup, on étudie l'anatomie, notamment de l'encolure et du tronc des animaux. Ensuite, on a des cours d'histologie et de physiologie sur les grands appareils circulatoires, respiratoires et urinaires. Ensuite, on a tout un enseignement sur les bases de l'élevage, et notamment l'élevage bovin, avec notamment les FMP dont on vous parlait tout à l'heure. Ensuite, on a des enseignements sur tout ce qui est l'abord de l'animal, apprendre à comprendre son comportement, comment l'aborder en clinique. Et enfin, on a tout un UC sur les réglementations de la profession vétérinaire et sur la communication, où on apprend les statistiques, les lois fondamentales et on fait un peu de communication. Et au second semestre, donc on garde c'est un UC d'anatomie, mais on va avoir une autre partie de l'anatomie, donc avec la tête et les membres. On fait une autre partie de physiologie avec plus axé sur ce qui est digestion, endocrinologie et nutrition. Et on découvre donc au second semestre pardon, la génétique et l'immunologie et l'infectiologie avec de la bactériologie. Et on garde par contre également un UC sur les animaux de rente et de l'anglais et de la simulation de gestion d'entreprise. Voilà pour le programme de la première année. Merci beaucoup pour ta réponse très exhaustive. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc je vous propose qu'on en reste là. On vous remercie d'avoir assisté à cette conférence. On espère que ça vous aura apporté les informations que vous attendiez. Et puis, bonne continuation à tous. Bonne journée.